Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième partie du cours sur les développements limités. Je vais continuer les calculs pratiques que j'avais commencé dans la troisième partie. Finalement, dans la troisième partie, j'ai juste donné les formules classiques pour les développements limités des fonctions usuelles, donc l'exponentielle, sinus, cosinus, 1 sur 1 moins x, 1 sur 1 plus x, et puis 1 plus x puissance alpha. Et maintenant, on va voir comment utiliser ces formules pour des fonctions usuelles, comment les combiner pour obtenir des développements limités de fonctions plus compliquées. Alors, pour ça, on va se donner f et g, deux fonctions définies sur i, un même intervalle de r. Donc toujours i, un intervalle de r contenant 0. Je n'ai pas précisé quel était cet intervalle dans les exemples que j'ai donnés dans la troisième vidéo, mais c'est à chaque fois l'intervalle maximal sur lequel les fonctions sont définies. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et on se donne n un entier. Alors la proposition qui va nous intéresser, c'est la suivante. Supposons que P, donc un certain polynôme P de x, donc on va dire la somme des AK xk, est le développement limité en 0 de f à l'ordre n, et que Q de x, donc qui va être la somme des bk xk, est celui de la fonction g, donc le développement limité en 0 à l'ordre n de la fonction g. Alors, on peut faire des choses intéressantes. Tout d'abord, pour tout réel lambda et mu, le polynôme lambda p plus mu fois q, donc c'est-à-dire la somme des lambda ak plus mu bk xk, est le développement limité en 0 de la fonction lambda f plus mu g à l'ordre n. Deuxièmement, on va noter r de x, le polynôme obtenu à partir du produit p de x fois q de x. Donc ce produit p de x fois q de x, il s'obtient en développant simplement somme des akxk fois somme des bkxk. Le polynôme obtenu à partir de ça, en ne gardant que les termes de degré inférieur ou égal à n, c'est-à-dire, donc j'utilise IE pour dire c'est-à-dire, que les x puissance k avec k inférieur ou égal à n, donc que les termes dans lesquels x est à une puissance inférieure ou égale à n, alors ce polynôme r de x est le développement limité en 0 de la fonction f fois g à l'ordre n. Donc ce 2i vous dit que vous pouvez en fait faire le produit de deux développements limités, le développement limité de f et celui de g. Vous faites le produit, vous gardez que les termes de degré plus petit que n, et ça vous fait le développement limité du produit fg. Et troisième chose que vous pouvez faire, la composition. Alors pour ça, il faut supposer en outre que g de 0 égale 0. Dans ce cas-là, on note s de x, le polynôme obtenu à partir de la composée. Donc c'est pour faire, nous ce qui va nous intéresser ici c'est f rongé, donc la fonction qui a x associe f de g de x. Donc on va regarder le polynôme obtenu à partir de p de q de x. C'est-à-dire je prends le polynôme p et à l'intérieur, au lieu d'évaluer en x, je regarde q de x. Donc en fait c'est somme, pour k égale à 0 jusqu'à n, de ak fois q de x que je mets à la puissance k. C'est ça le polynôme p de q de x. Et j'appelle s de x le polynôme obtenu à partir de ça, en ne gardant que les termes de degré inférieur ou égal à n. Alors, s de x est le développement limité en 0
de la fonction f rongée, donc c'est la fonction qui a x associe f de g de x, à l'ordre n. Alors, il y a un truc auquel il faut faire très attention. Dans 3i, ne pas oublier l'hypothèse selon laquelle g de 0 égale 0. En fait, tout ça c'est asymptotique, c'est-à-dire qu'un développement limité c'est intéressant uniquement quand x tend vers 0. C'est la même chose que pour Taylor-Young. D'accord. Le seul intérêt d'un développement limité, c'est d'écrire f de x égale une certaine somme de akxk plus xn epsilon de x, avec la propriété que epsilon de x tende vers 0 en 0. Le fait, si on oubliait cette propriété, ça n'aurait plus aucun intérêt le développement limité. Et donc la seule chose qu'on sait sur epsilon, c'est qu'elle tend vers 0 en 0, et donc l'intérêt du développement limité est uniquement quand x tend vers 0. Et ici, si vous faites f de g de x, vous avez x qui tend vers 0, g de x, il doit bien tendre vers 0 pour que vous puissiez appliquer le développement limité de f. Parce que quand vous avez f de quelque chose, vous ne pouvez appliquer son développement limité en 0 que si le quelque chose tend vers 0. Et là, le quelque chose, c'est g de x. Donc il faut bien que g de x tende vers 0 quand x tend vers 0. Et ça revient à dire que g de 0 égale à 0, vu qu'on a supposé g continu. Puisqu'on a des développements limités, nécessairement g continu, sinon elle n'aurait pas de développement limité. G continu en 0, sinon elle n'aurait pas de développement limité en 0. Donc n'oubliez pas cette hypothèse, g de 0 égale 0, et vous verrez que c'est facile de l'oublier quand même en pratique, donc il faut faire vraiment attention. Une autre remarque, c'est que on a des développements limités ici à l'ordre n, le même ordre pour P et pour Q. En fait, si vous avez deux développements limités, mettons un à l'ordre 3, un à l'ordre 4, vous prenez celui à l'ordre 4, vous le tronquez pour le mettre à l'ordre 3, et comme ça vous en avez deux à l'ordre 3, et vous appliquez cette proposition comme ça, c'est le plus simple. Alors cette proposition, je ne vais pas la démontrer, la preuve est dans le poli, et en fait la preuve est assez simple, il suffit d'écrire les choses, c'est un petit peu plus compliqué peut-être pour le 3i, qui d'ailleurs n'est pas dans le poli, mais il n'y a pas vraiment de difficulté, et surtout c'est une proposition qui est à peu près évidente sur chaque exemple qu'on va faire. Et donc plutôt que de la démontrer, je vais faire un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, une autre chose que j'ai oublié de signaler, c'est à propos du i, ça doit vous rappeler le cours d'algèbre. En algèbre linéaire, on a souvent des combinaisons linéaires comme ça, lambda p plus mu q. En fait, c'est une propriété de linéarité de cette opération développement limité à l'ordre n. Et donc, c'est quelque chose qui est tout à fait similaire à ce que vous avez pu voir en algèbre linéaire. Alors, pour ce qui est de l'exemple, on va faire un exemple avec la fonction sinus. Donc, sinus x qui est x moins x3 sur 6. On va faire le développement limité à l'ordre 4. Donc ça fait x4, disons epsilon 1 de x. Et la fonction cosinus, qui est 1 moins x2 sur 2. Alors si je veux aller à l'ordre 4, je mets plus x4 sur factoriel 4. Factoriel 4, ça fait 24. Plus x4, epsilon 2 de x. Alors je ne l'écris pas, mais epsilon 1 et epsilon 2 tendent vers 0 quand x tend vers 0. Pour le cosinus, j'aurais pu aller jusqu'à x5, mais en fait, comme je vais combiner ces deux développements limités, je préfère qu'ils soient au même ordre. Alors, on peut faire la somme, on peut faire une combinaison linéaire, si on veut, plutôt. On peut regarder 2 fois sinus x plus cosinus x. Alors, ça fait 2 fois la première, plus la deuxième. Alors, je vais détailler parce que c'est le début. Donc, là, j'écris 2 fois le développement limité de sinus x, plus le développement limité de cosinus x. Et donc, ensuite, j'ai qu'à tout développer, et je remets les choses dans l'ordre. Dans un développement limité, il faut toujours bien présenter les termes avec les puissances croissantes de x. Donc là, je me retrouve avec 1, plus 2x qui vient d'ici, moins x2 sur 2, moins... Alors j'ai x3 sur 6 fois 2, ça fait moins x3 sur 3, plus x4 sur 24, et plus x4 epsilon de x. Alors on pourrait écrire ce que vaut epsilon de x. Epsilon de x, ce serait 2 fois epsilon 1 de x, plus... Alors epsilon, ici c'est un epsilon 2, plus epsilon 2 de x. Et donc ça tend vers 0 quand x tend vers 0, puisque epsilon 1 et epsilon 2 tendent vers 0 quand x tend vers 0.
Et donc là, si vous voulez, j'ai redémontré le fait que 2 fois sinus plus cosinus, ça a ce développement limité-là. Donc ça, c'est bien le développement limité en 0 à l'ordre 4 de la fonction qui à x associe 2 fois sinus x plus cosinus x. Mais en fait, si au lieu de refaire juste ce calcul, j'applique la proposition d'avant, je m'aperçois que c'est même pas la peine de justifier ce fait-là. Il est inutile d'exprimer explicitement epsilon de x en fonction de epsilon 1 de x et epsilon 2 de x. C'est pas du tout nécessaire, ce qui nous intéresse c'est juste que ça tende vers 0, et le fait que le epsilon de x tende vers 0, c'est simplement la propriété que je viens d'énoncer. Donc vous voyez que c'est une propriété qui est très simple, et dans chaque cas particulier, sa démonstration est tout à fait évidente. Alors ensuite, on peut passer au produit. Disons ça, c'était une illustration de la combinaison linéaire. Maintenant, je vais faire une illustration du produit. Le produit, faisons le produit de sinus x par cosinus x. Sinus x fois cosinus x. Ça fait x moins x3 sur 6 plus x4 epsilon 1 de x. Facteur 2, 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24 plus x4 epsilon 2 de x. Et là, on développe tout. Alors, x fois 1, moins x fois x2, donc ça fait x3 sur 2, plus x fois x4. Alors, je développe tout et je réfléchirai après, c'est la première fois. Donc ensuite, quand on a un peu plus l'habitude, on essaye de réfléchir plus tôt, ça évite d'écrire trop de choses. Donc là, j'ai pris le moins x3 que je vais multiplier successivement par chacun des termes. Alors, moins x3 sur 6 avec le x4 sur 24, ça me fait du x7 sur 6 fois 24. Moins x7 epsilon 2 de x. Et il me reste le x4 epsilon 1 de x, moins x6 sur 2 epsilon 1 de x, plus x8 sur 24, plus x8 epsilon 1 de x, epsilon 2 de x. Donc là, on a tout un développement qui est très long. Et en fait, on va voir qu'il y a plein de choses qui ne servent à rien. Alors, pour ça, ce qu'on va faire, c'est ordonner les termes. Alors, on a ce terme-là en x, qui est en fait le seul. Ensuite, on n'a aucun terme en x2, et on voit qu'on a des termes en x3. Là, on a moins x3 sur 2, moins x3 sur 6. Donc, du coup, on peut dire que c'est plus moins 1,5 moins 1 sixième de x3, à cause de ces deux termes. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme x4 ? On n'a pas de x4 non plus. En fait, cette fonction sinus fois cosinus dont on fait le développement limité, on sait qu'elle est impaire. Donc on sait déjà qu'on n'aura pas de x2, pas de x4, pas de x6, etc. Qu'on est en train de faire un développement limité où il n'y aura que des puissances impaires de x. Et alors là, on voit apparaître le x4 epsilon 1 de x. Ça nous dit que on va avoir x4 fois une certaine fonction epsilon de x avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x égale à 0, c'est-à-dire ça sert à rien de mettre des termes en x5, par exemple le x5 sur 24, celui-là, il va rentrer dans le x4 epsilon de x, parce qu'en fait, le terme x5 sur 24, ça, il peut s'écrire x4 fois x sur 24, et qu'est-ce qu'il fait ? Il contribue simplement à ajouter x sur 24 à la fonction epsilon de x. Et donc, le fait que limite quand x tend vers 0 de epsilon de x égale à 0 ne change pas, puisque, justement, la limite de ce qu'on ajoute, le x sur 24, est nulle elle aussi. Donc, ce terme-là, x5 sur 24, on dit qu'il rentre dans le terme d'erreur, c'est-à-dire qu'il est lui-même de la forme x4 fois quelque chose qui tend vers 0, donc en fait, il n'y a pas besoin de l'écrire. Et le terme x5 epsilon 2 de x, c'est pareil, c'est x4 fois x epsilon 2 de x. Le terme x5 sur 12, c'est pareil. Le terme en x7, c'est aussi la même chose.
et ces termes-là aussi. Tout ça, ça rentre dans le terme d'erreur. Et tous ces termes-là aussi, ils rentrent dans le terme d'erreur. De façon générale, tout ce qui s'écrit x4 fois quelque chose qui tend vers 0, ça rentre dans le terme x4 epsilon de x, et donc en fait, ça disparaît dans le calcul. Donc vous voyez finalement que sinus x fois cosinus x, c'est x moins... Alors là, j'ai 1 demi plus 1 sixième, donc je peux l'écrire en sixième, ça fait 3 sixièmes, enfin je factorise le moins, et ensuite j'ai 3 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 4 sixièmes, donc ça fait 2 tiers. Donc ça fait x moins 2 tiers de x cube, plus x4 epsilon de x, avec la limite, quand x tend vers 0, de epsilon de x, qui est égal à 0. Donc, là on a fait le calcul, mais en fait, maintenant on peut se souvenir de la proposition que je suis quand même en train d'illustrer. En fait, là cette proposition, on ne l'a pas utilisée. On a juste refait tout un calcul à partir des epsilon 1 et epsilon 2. En même temps, j'ai fait ce calcul-là pour vous montrer comment ça fonctionne, parce qu'en fait, il y a plein de cas où on refait ce genre de calcul parce qu'on préfère plutôt que de réutiliser la proposition. En fait, très souvent, on la redémontre dans chaque cas particulier, cette proposition. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est vraiment rapide. Et donc, je voudrais quand même montrer précisément ce qu'elle dit, cette fonction, cette proposition. Donc, lien avec la proposition. La proposition, elle consiste à dire que P de x, c'est x moins x3 sur 6. Q de x, c'est 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24. Donc ça, c'est à chaque fois les développements limités à l'ordre 4 de chacun des facteurs sinus x et cosinus x. Et donc, si on appelle R de x le polynôme de la proposition, c'est-à-dire le produit P fois Q dans lequel on ne garde que les termes de degré inférieur ou égal à 4, et bien quand je fais le produit, je me retrouve, alors si je fais x fois ces termes-là, j'ai x moins x3 sur 2, alors j'ai x5 sur 24, celui-là j'en tiens pas compte parce que il est de degré strictement plus grand que 4, j'ai ensuite moins x3 sur 6, et ensuite j'ai des termes en x3 sur 6 fois x2 sur 2, ça s'en va parce que c'est de degré strictement plus grand que 4, x3 sur 6 fois x4 sur 24 aussi ça s'en va, et donc je retrouve bien le x moins 2 tiers de x cube. Et donc si j'applique la proposition, j'ai directement le résultat. D'accord? Donc évidemment, ça va plus vite. Le but, c'est que, à force, vous voyez exactement comment ça fonctionne et que vous arriviez à faire ce calcul-là rapidement. Alors, on peut aussi composer. Alors attention, si je compose, je ne peux pas composer dans n'importe quel ordre. Si je veux faire un développement de sinus de cosinus x, ça ne fonctionne pas. Si on veut faire ça, on ne peut pas appliquer la proposition, car cos de 0, c'est 1, alors qu'il faudrait que cos 0, ce soit 0. Donc là, la proposition ne s'applique pas si vous voulez un développement limité de sinus de cosinus x. En revanche, elle va s'appliquer si vous voulez faire cos de sinus x. Ça s'applique. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver le développement limité? Eh bien, en fait, vous faites cos, dans lequel vous remplacez le x par sinus x. Donc, sinus x. Donc j'ai 1 moins x2 sur 2, donc ça fait 1 moins 1,5 de... Et là, je remplace le x qui est ici par sinus x. Donc x moins x3 sur 6 plus x4 epsilon 1 de x. Donc là, à nouveau, je fais pas vraiment, j'applique pas la proposition, je refais le calcul, disons. Donc ça, au carré, plus 1/24e de x4, donc x étant remplacé par sinus x, donc ça fait x moins x3 sur 6 plus x4 epsilon 1 de x à la puissance 4, plus x4 epsilon 2 de x. Disons, si on veut être plus rapide, peut-être on va appliquer la proposition. Ce sera quand même plus simple. On peut développer tout ça. Là, dans ce cas-là, il faudrait qu'ici, je remplace aussi le x par sinus x. Ça fera vraiment des calculs un peu longs. On peut le faire, il n'y a pas de problème, mais c'est un peu long. Donc on va plutôt appliquer la proposition. Appliquer la proposition, c'est quoi? C'est dire en fait que ces termes-là, on sait qu'on n'en a pas besoin. Et donc on va juste garder ces termes, ce qu'on avait, c'est-à-dire ce qu'on a appelé tout à l'heure P de Q de x, c'est-à-dire
le polynôme P qui est celui-ci. Donc c'est ce terme-là, P de x maintenant. Et ça, c'est Q de x. Et donc, ce que j'ai écrit ici, c'est P de Q de x. C'est-à-dire que j'ai écrit P de x, et là-dedans, j'ai remplacé le x par Q de x. C'est exactement ce que j'ai ici. Et je vais développer ça en ne gardant que les termes 2 degrés inférieur ou égal à 4. Alors si je développe, ça me fait 1 moins 1,5 de... Alors je développe x moins x cube sur 6 au carré. Je vais peut-être l'écrire comme ça va être plus joli. Je mets le carré ici. Donc ça fait x2 moins le double produit 2 fois x4 sur 6 plus x6 sur 36. Alors je l'écris pour mémoire. Mais en fait, je l'enlève tout de suite parce que je ne dois garder que les termes de degrés inférieur ou égal à 4. Et ensuite, j'ai 1/24e de ce truc-là, x moins x cube sur 6 puissance 4. Et alors, x moins x cube sur 6 puissance 4, vous pouvez imaginer quand vous développez, vous avez x moins x cube fois x moins x cube fois x moins x cube fois x moins x cube. Quand vous développez ça, vous avez un terme en x4, et tous les autres, ils vont être au moins en x6, donc ils vont s'en aller. Et donc, il me reste uniquement ça. On va mettre juste un epsilon de x, disons, parce que c'est pas vraiment la même fonction epsilon 2 que tout à l'heure, mais on s'en fiche. Et donc, finalement, qu'est-ce qui reste? Il me reste 1 moins x2 sur 2. Plus, alors là j'ai 1/6 de x4 plus 1/24e de x4. Donc si je mets tout en 24e, ça me fait 4/24e plus 1/24e. Donc ça me fait 5/24e de x4 plus x4 epsilon de x. Et puis on peut écrire toujours avec la limite quand x tend vers 0 de epsilon de x qui est nulle. Donc on a obtenu comme ça un développement limité de cos de sinus x. Donc, c'est cette méthode-là que vous emploierez quand vous avez des calculs à faire sur les développements limités. Alors, un exemple qu'on verra la prochaine fois, c'est que ça permet de faire des inverses de développement limité. C'est-à-dire, par exemple, 1 sur cosinus x, ça vous pouvez le développer comme ça, vous pouvez déjà anticiper en regardant un petit peu dans le poly comment ça se passe. 1 sur cosinus x, c'est 1 sur 1 plus cos x moins 1. Et donc vous verrez que ça permet de calculer le développement limité de 1 sur cos x. L'idée de manière générale, c'est que quand vous avez une fonction et que vous cherchez à calculer son développement limité, vous avez intérêt à procéder comme ça, avec la proposition que je vous ai montrée là, ou avec des variantes comme on verra au prochain cours, mais c'est souvent beaucoup plus rapide de faire ça que de calculer, par exemple, par le théorème de Taylor-Young, parce que là, si vous aviez la fonction cos de sin x et que vous deviez calculer toutes les dérivées jusqu'à l'ordre 4 de cette fonction, donc les dérivées successives jusqu'à la dérivée quatrième de cette fonction, c'est un petit peu long. Donc là, la méthode qu'on a vue ici, elle est beaucoup plus rapide et beaucoup